Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Bienvenue au président de la Commission des Affaires étrangères que vous êtes. Netanyahou s'en va, Bennett arrive. Qu'attendez-vous du changement de pouvoir en Israël ? Écoutez, c'est extrêmement difficile de voir, d'analyser en termes prospectifs ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'une personnalité exceptionnelle par ses qualités, exceptionnelle par l'hostilité qu'elle a suscitée à différents niveaux, s'efface. C'est le départ d'un vieux chef. Ce qui le remplacera, on est un peu dans ce que disait le général de Gaulle sur lui-même. C'est pas le vide, c'est le trop-plein. Ah bah le trop-plein d'une coalition où on a l'impression que le seul ciment, c'est faire partir Netanyahou. Comment cette coalition va-t-elle se développer? Je n'en sais rien. Je crois que c'est quand même très intéressant. Bon, elle est hétérogène, elle est confuse. C'est très intéressant de voir quand même qu'il y a un parti arabe qui est partie prenante à cette coalition. Je crois que c'est un fait nouveau qui est quand même en soi important et qui montre, je crois, une certaine ouverture. Au-delà des programmes, on n'en est pas à revenir à 2 États, etc. Tout ça, c'est évidemment des problèmes sous-jacents, mais il y a un certain rapport au monde palestinien qui est un peu modifié. Moi, je crois ce qu'on peut analyser, c'est le bilan de Netanyahou. Je pense que Netanyahou a très fortement clivé la société israélienne. Alors je ne parlerai pas de ces corruptions, tout ça, je ne connais pas grand-chose, mais sur le plan international, il a fait 2 choses qui sont très importantes. Il a vraiment intégré Israël dans l'univers des États arabes, avec le pacte d'Abraham. Je crois qu'il y a quelque chose là de très important. Certains commentateurs disent Israël est devenu un État arabe comme les autres. C'est assez bien vu. Il a donc fait cela, ce qui change tout et ce qui est très positif. Mais ça avait un inconvénient, c'est que ça a vraiment provoqué, ça a désespéré Ramallah, pas Billancourt, mais Ramallah. Et du coup, il a vraiment fermé toute forme d'espérance à quelque chose qui ressemblerait à une accession des Palestiniens à une identité politique claire. Mais il a accru la sécurité d'Israël. Oui, mais il a accru la sécurité. Non, mais ils ont tous été très bons en matière de sécurité, les premiers ministres israéliens. Et il a fait le job, il n'y a aucun doute. Mais en plus, il peut très bien se prévaloir, à juste titre, du fait qu'il n'a pas en face de lui les interlocuteurs qu'il devrait avoir. Ni le Hamas, ni même l'autorité palestinienne ne sont des autorités qui sont légitimes, en réalité, telles qu'elles sont constituées aujourd'hui, pour réfléchir. Mais ça l'a quand même arrangé d'avoir ces gens qui étaient incapables de représenter des minorités palestiniennes. Et là, je crois que derrière tout ça, il y a quand même l'idée que dans un pays où les Palestiniens, toutes tendances confondues, territoire occupé, Hamas, Cisjordanie et diaspora, sont plus nombreux que les Juifs. Toutes tendances confondues, il est évident que l'avenir, quel qu'il soit, ne peut pas se faire sans un apaisement, sans un accord à quelque niveau que ce soit. Et qu'il faut donc préparer cette affaire et donc détendre l'atmosphère. Ce qu'a montré les derniers événements, c'est quand même que le problème fondamental n'était pas le Hamas. Le Hamas a agi, le Hamas a exploité cyniquement et opportunément les difficultés sur Jérusalem, en Cisjordanie et même dans le territoire d'Israël stricto sensu. Il a exploité tout ça habilement d'ailleurs et avec un grand cynisme en exposant sa population, ses jeunes, ses richesses, mais le problème était quand même ailleurs. Il était dans les 3 endroits que je viens de citer. Au passage, cette coalition hétéroclite, est-ce que ce n'est pas un discrédit pour la proportionnelle à laquelle votre modem est tant attaché ? Écoutez, nous n'avons jamais, vous êtes un peu malicieux dans cette question, nous n'avons jamais été favorables à cette proportionnelle intégrale sans seuil. Je vous le concède. Nous sommes référés, François Bayrou est favorable à la proportionnelle telle qu'elle avait été introduite par Mitterrand, c'est-à-dire une proportionnelle départementale, donc une circonscription étroite,
une proportionnelle avec un seuil de 5%, donc élimination de toutes les minorités non significatives, et à la plus forte moyenne, ce qui valorise plutôt les grandes formations. Et ça, je vous rappelle que quand ça a fonctionné, c'est-à-dire en 85-86, quand ça a fonctionné, ça a donné au RPR-UDF, qui avait à peu près 40% des voix, plus de 50% des sièges. Si bien que cette proportionnelle-là, elle comporte quand même une prime majoritaire d'un quart. C'est pas rien. Et les autres, plutôt moi d'ailleurs, nous sommes plutôt pour un système mixte dans lequel, alors on peut discuter dans lequel, un peu comparable dans sa structure à ce qui existe pour les régionales et pour les municipales, dans lequel il y a une proportionnelle pour à peu près la moitié de la représentation et une prime majoritaire pour la coalition, la partie où la coalition arrivait en tête, pour combiner une représentation équitable et une majorité efficace. Le G7 de ce week-end a semblé essentiellement une réunion stratégique de l'Occident pour contrer les ambitions de la Chine. Est-ce votre impression ? C'est pas, et ça c'était essentiellement l'opinion de Biden. Nous sommes très sensibles à ce que dit Biden sur la Chine. Nous voyons bien d'abord l'étendue des reculs de comportement des Chinois, que ce soit à Hong Kong, où ils déchirent un traité dont l'encre est à peine sèche, passé avec le Royaume-Uni sur Hong Kong, sur les Ouïghours, sur le Xinjiang, tout ça est abominable. Nous voyons bien que les programmes d'histoire en Chine refont la part belle aux pires années, des années du grand bond en avant et de la révolution culturelle. Donc nous sommes très inquiets. Nous voyons bien aussi que les routes de la soie sont un instrument d'impérialisme qui se traduit in fine, comme sur le Monténégro. Vous ne pouvez pas rembourser, on achète votre pays. Donc nous sommes aussi conscients que Biden de la menace chinoise et de la nécessité d'y faire face. La question qui est posée, c'est de savoir dans quelle mesure ça doit nous conduire à avoir une attitude indulgente, difficile comme question, une attitude indulgente à l'égard des Russes, dans l'espoir de dissocier les Russes des Chinois. Et ce que nous disons, nous, c'est deux choses. C'est, premièrement, nous sommes concernés directement par les mauvaises actions de la Russie. Elle pèse sur nous, elle pèse sur la Biélorussie, elle pèse sur les États baltes, elle pèse sur la Crimée, elle détraque nos sociétés par des attaques cyber, par des manipulations numériques. Elle prend pied, notamment à l'est de l'Europe, avec des pays comme la Hongrie, qui sont présents. Donc nous estimons que nous avons un devoir de vigilance. Et deuxièmement, nous estimons que ce que les Russes n'aiment pas en nous, c'est ce que nous avons de meilleur en nous. C'est-à-dire que les Russes, on est prêts à faire un accord avec les Russes. On est prêts, on a intérêt, les uns et les autres, économiquement, socialement. L'Union européenne ne va pas se lancer à la conquête de la Russie, c'est complètement aberrant. Mais les Russes n'en veulent pas parce qu'ils ont une aversion, Poutine en particulier, une aversion pour ce que nous représentons en matière de droits, et donc d'insécurité pour lui, parce qu'il est constitué sur un autre modèle, et donc il défend le système autoritaire. Et là, l'équilibre, c'est ce que doit trouver l'OTAN, c'est un équilibre entre ces deux périls. On va parler de l'OTAN, mais je voudrais revenir d'un mot sur le G7 à cause de la tension qui s'est réveillée entre les Britanniques et l'Union européenne. À cette occasion-là, est-ce qu'il faut durcir l'accord du Brexit sur l'Irlande du Nord et dire, puisque c'est comme ça, on met une vraie frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord? Je crois qu'il faut. On a discuté pendant 2 ans ou 3 ans même de cette question qui est très difficile. On est arrivé à un compromis qui est difficile, qui est assez malheureux, difficile à appliquer, mais qui était, on a compris les uns et les autres que c'était la seule façon de vivre ensemble sans se taper sur la figure. C'est donc très important. Depuis lors, les Britanniques ont tendance à le déchirer. C'est leur faute. Quand on a un accord, on l'applique. Alors, ils ont commencé par dire qu'ils ne voulaient pas l'appliquer unilatéralement, puis ils sont revenus là-dessus. Puis après avoir dit non, on est conscient que c'est la parole écrite, on dit on le suspend. Et leur idée, c'est de le suspendre indéfiniment. On discute. Et pourquoi on a fait ça au moment du G7 ? Parce qu'on sait très bien que Biden est très sensible aux intérêts irlandais et très sensible au fait qu'on ne sépare pas l'Irlande en deux. Nous ne voulons pas couper l'Irlande en deux. Nous pensons que l'avenir de l'Irlande
l'Irlande, c'est la réunification. C'est pas notre affaire, hein, c'est pas nous qui allons dire aux Irlandais, faut que vous vous réconciliez. Mais il est évident qu'il y a une aspiration globale de tous les Irlandais, enfin de une grande majorité des Irlandais, y compris dans le Nord, à la réunification. Eh ben, le Brexit, ça implique de créer une frontière. Cette frontière, personne ne voulait qu'elle soit au milieu de l'Irlande, et on a donc dit, on a fait confiance aux Britanniques, car c'est eux qui contrôlent les flux de marchandises et de biens et de personnes entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. C'est la Grande-Bretagne, c'est, tout à fait. Vous savez, c'est la grosse île du milieu. Angleterre, Galles et Écosse, et le Royaume-Uni, c'est avec l'Irlande du Nord. Bon, donc et là, ce qu'on a, on a essayé, je pense que c'est ça la signification tactique. Colossale finesse de Macron, c'est de dire on a quand même un appui solide avec Biden qui est hostile au Brexit, qui trouve que Johnson, que toute cette politique, à la différence de Trump, que toute cette politique est idiote. Et d'ailleurs, on le voit. J'écoutais l'autre jour Timothy Garnonage qui disait des choses élémentaires, qui expliquait que Johnson est dans une contradiction totale avec le fait de se retirer de l'Union européenne et par ailleurs de se faire le porte-parole d'une gestion collective des intérêts de l'Occident. Alors, la case principale de solidarité, c'était l'Union européenne. Il s'en abstrait et il veut pas être tout seul. Donc, il essaie de revenir dans la communauté par un autre biais. Ils sont vraiment dans une contradiction très, très profonde. Et nous, ce que nous voulons maintenir la pression. Nous voulons que les Britanniques respectent ce texte. Après tout, les Anglais sont entrés en guerre en 1914 parce qu'ils considéraient que le traité de neutralité belge, qui était violé par les Allemands, n'était pas un chiffon de papier. Vous savez, la phrase de Bettman Olweg à l'ambassadeur britannique, c'est « Vous allez rentrer en guerre pour un chiffon de papier ». Eh bien, nous défendons le chiffon de papier qu'on a signé sur le Brexit. Alors, sommet de l'OTAN aujourd'hui, vous l'évoquiez, c'est un chiffon de papier aujourd'hui. L'OTAN est-il en mort cérébrale? À 11h, Macron rencontre Erdogan. Il faut rompre avec la Turquie, c'est un moment de vérité? Non, on ne peut pas. S'il y a une chose que j'ai compris, j'avais une petite idée avant, il faut dire à la Commission des Affaires étrangères, c'est que le manichéisme, c'est jamais très bon. Et les solutions totales en matière de diplomatie, c'est jamais très bon, sauf peut-être avec des gens très clairs comme Hitler, mais ça c'est rare. Avec Erdogan, nous avons beaucoup de choses en commun, malgré tout, notamment la gestion des immigrés. Je suis solidaire, moi, de la façon dont on aborde les choses. On ne veut pas avoir des déferlements d'immigrés en Europe. Personne. Et les grandes masses d'immigrés à partir de la Syrie ou d'ailleurs restent dans le Moyen-Orient. Et évidemment, nous devons faire preuve de solidarité financière. Donc nous avons des accords de cet ordre. Nous avons la Méditerranée. Nous avons une situation ambiguë en Libye. Tout ça nécessite d'avoir de bonnes relations. Maintenant, Erdogan est un personnage qui est imprévisible et qui n'est pas loyal à l'égard de l'OTAN. Il s'équipe de fusées antimissiles russes. Donc il y a un véritable problème et ça, c'est l'OTAN. Je ne sais pas si l'OTAN est encore en mort cérébrale. L'autre jour, M. Le Drian me disait non, on n'est plus vraiment en mort cérébrale, mais ce qu'elle est, c'est qu'elle est confrontée à un problème turc extrêmement difficile. Un dernier mot du Mali. Est-ce le moment vraiment de partir et de mettre fin à Barkhane? Je crois que dans la Commission des Affaires étrangères, on est très, très soucieux de tout cela. Je crois ce qu'il faut éviter, c'est le spectre de l'Afghanistan. 20 ans de guerre, des milliers de morts et rien au bout. Là, ce que nous disons, et je crois que c'est un bon message, on verra comment c'est pratique. Ce que nous disons, c'est que ce n'est pas uniquement l'affaire de la France, que c'est l'affaire de deux autres catégories de gens, les Européens, parce que en fait, les intérêts que nous défendons, c'est la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le trafic de drogue. Ça intéresse autant les Suédois, les Baltes que les Espagnols, les Italiens ou les Français. Et ça marche. Les Européens comprennent ça. Et puis, deuxièmement, les Africains. Et je résume d'un mot, parce que je vois que vous êtes pressé, je résume d'un mot, ce que veut dire l'opération, c'est que nous sommes prêts à continuer à agir, à faire la guerre avec les Africains, mais pas à la place des Africains. Jean-Louis Bourlange, merci pour votre hauteur de vue. Bonne journée.